Le 29e octobre, Landévour leva l'ancre, poursuivant sa route vers le nord. Un peu plus tard, les marins aperçurent une île minuscule à 1 mille environ du rivage. Cook la nomma Roche de l'Est et l'île elle-même île de l'Est. Elle n'était qu'un îlot aride et dénudé. Au matin suivant, plusieurs canots approchèrent depuis le rivage, transportant des guerriers armés au visage fermé. Avant qu'ils n'atteignent le navire, une pirogue immense, plus grande que toutes celles qu'ils avaient vues jusque-là, s'avança, chargée de combattants. Le capitaine, souhaitant prévenir tout assaut, ordonna de tirer un coup au-dessus de leur tête. Mais les assaillants ne cédèrent pas et il fallut envoyer une seconde salve, cette fois avec un boulet qui les terrorisa et les fit fuir plus vite qu'ils n'étaient venus. Le lendemain matin, entre 40 et 50 canots réapparurent, approchant avec les mêmes cris belliqueux. À bord de la plus imposante embarcation se tenait un chef qui, après plusieurs discours, agitait son javelot en signe de défi envers le navire. Les marins continuèrent de les inviter au commerce pacifique et peu à peu, les pirogues s'approchèrent. Mais au moment où ils semblaient prêts à parlementer, le chef saisit une pierre et la lança contre la coque du navire, comme pour déclencher les hostilités. L'un des hommes s'empara alors d'un morceau d'étoffe qu'on faisait sécher sur le pont. Les soldats tirèrent une balle au-dessus de sa tête, puis une seconde qui le toucha au dos, sans parvenir à le faire reculer. Aussitôt, les autres indigènes reprirent leur chant de guerre. Malgré ces provocations, ils ne se préparèrent pas à un assaut. Pourtant, le capitaine Cook estima nécessaire de leur rappeler la puissance du navire et fit tirer un petit boulet dans l'eau à proximité. L'effet fut immédiat. Les guerriers, saisis de frayeur, prirent la fuite. La nuit suivante, Landévour jeta l'ancre sous une île située à 20 milles de là, que Cook nomma l'île du Major. Au matin du 3 novembre, ils découvrirent un groupe de petites îles qu'ils appelèrent l'archipel du Conseil, tant elles évoquaient un rassemblement de vieillards en conciliabule. Le gouverneur local, régnant depuis le cap Turnagain jusqu'à cette région, se nommait Teratu. Le lendemain, 3 petites embarcations s'approchèrent, transportant des insulaires d'apparence différente. Leurs canots étaient grossièrement creusés dans des troncs d'arbres brûlés, sans aucune décoration. Leur peau, plus sombre que celle des autres peuples rencontrés jusque-là, contrastait avec celle de leurs voisins. Eux aussi proféraient des cris de défi et lancèrent tiers et lances en direction du navire. Au matin du 5 novembre, une grande flottille de canots apparut, transportant près de 200 hommes armés. Ils encerclèrent le navire, cherchant le point le plus vulnérable pour lancer un assaut. Les marins restèrent en alerte sous la pluie battante, tandis que, à la demande du capitaine, Tupaia tenta de les apaiser par des paroles calmes. Mais ce ne fut qu'après plusieurs coups de semonce que le calme revint. Peu après, ils revinrent au commerce. 2 armes furent échangées loyalement. Mais pour la 3e, les indigènes reçurent le paiement et refusèrent ensuite de la remettre, se moquant même de ceux qui la réclamaient. Les soldats tirèrent alors de petites balles, l'une atteignant le fautif. Ses compagnons s'enfuirent, l'abandonnant sans remords, tandis que le reste poursuivait ses échanges sans la moindre inquiétude. Le 6 du mois, plusieurs habitants vinrent à bord, accompagnés d'un vieillard nommé Tugava, un homme respecté et sage. Le capitaine le reçut chaleureusement, lui offrant des clous de fer et 2 pièces de toile anglaise. Le vieil homme raconta qu'il subissait fréquemment des attaques de pirates venus du nord, qui pillaient leurs biens et enlevaient leurs femmes
et leurs enfants. Par méfiance et ignorance de la nature pacifique du vaisseau anglais, ils l'avaient pris pour l'un de ces pillards, d'où leur hostilité initiale. Mais désormais, rassurés sur les intentions des marins, ils se montrèrent hospitaliers et ouverts. On comprit alors que la pauvreté et la misère de ces tribus venaient sans doute de ces agressions répétées. Après ces confidences, les relations devinrent bienveillantes et cordiales. Le bois et l'eau furent rassemblés, le navire renversé sur le flanc pour être nettoyé et réparé. Le 9 novembre, de nombreux canots accostèrent, chargés de grandes quantités de maquereaux. L'un des poissons pêchés ressemblait à s'y méprendre aux maquereaux européens. La pêche fut si abondante que les marins en achetèrent suffisamment, après salaison, pour nourrir tout l'équipage pendant 1 mois. Par une journée particulièrement claire de leur voyage, l'astronome Mr. Green descendit à terre avec quelques hommes pour observer un phénomène rare, le passage de la planète Mercure devant le disque du Soleil. Tandis qu'il scrutait le ciel, un grand canot chargé de diverses marchandises s'approcha du navire. Le lieutenant de quart, désireux d'encourager le commerce, offrit un morceau de précieuse étoffe d'Otaïte, bien plus luxueuse que tout ce qu'avaient vu jusque-là les indigènes. Mais l'un d'eux, séduit par sa beauté, s'en empara sans rien offrir en retour. Refusant de restituer l'étoffe ou de proposer un échange, il fut abattu sur le champ d'un coup de feu et tomba raide mort. Ce geste provoqua un immense effroi parmi les siens, qui prirent la fuite en pagayant précipitamment. Durant plusieurs jours, plus aucun échange ni contact ne se fit avec les habitants. L'histoire se répandit pourtant le long du rivage, et Tougava, ce sage respecté, raconta ce qu'il s'était passé, condamnant l'attitude du jeune voleur. Peu à peu, il parut que les insulaires reconnaissaient la justesse de ce châtiment. Pendant ce temps, sous un ciel sans nuages, Messieurs Green observa attentivement le transit de Mercure, tandis que le capitaine Cook relevait l'heure exacte en mesurant la hauteur du Soleil. En mémoire de cet événement scientifique accompli en ce lieu, ils baptisèrent la baie de Mercure. Le soir venu, les habitants prenaient leur repas avant le coucher du soleil. Leur nourriture se composait d'oiseaux et de poissons qu'ils rôtissaient ou cuisaient sous des pierres chauffées. Ce soir-là, une femme en deuil assista à l'un de ces repas, s'asseyant à même le sol, pleurant à haute voix et répétant des paroles lugubres que même Tupaya ne parvint pas à comprendre. Après chaque lamentation, elle s'entaillait le visage, les bras et la poitrine avec des coquillages aiguisés. Ce spectacle poignant, insoutenable pour les Anglais, semblait pourtant laisser ses compagnons de tribu parfaitement indifférents. Le lendemain, une vaste étendue de coquillages fut découverte, et les marins en ramassèrent de grandes quantités, qu'ils trouvèrent fort savoureuses. Peu après, 2 canots de visiteurs inconnus accostèrent le navire. Ils acceptèrent l'invitation à monter à bord, commerçant honnêtement sans la moindre tromperie. Le capitaine Cook poursuivit alors son exploration et prit possession de la baie au nom du roi de Grande-Bretagne. Plus tard, un groupe d'îles apparut à l'horizon que Cook nomma les îles de Mercure. Leurs habitants ne cultivaient rien, leurs canots étaient rudimentaires et sans ornement. Les marins remarquèrent également, sur les plages, de grandes étendues de sable noir, des sables ferrugineux charriés par les rivières, depuis des mines situées dans les montagnes de l'intérieur. Le 18 novembre,
le navire longea le rivage d'une île fertile, qui rappelait Walité. Les habitants accoururent en grand nombre, entonnant des chants de guerre avant de lancer des tiers contre le bâtiment. Ne recevant aucune réponse, ils se replièrent un moment, puis revinrent à la charge. Mais dès qu'un coup de fusil retentit, ils s'éparpillèrent aussitôt dans toutes les directions. Au matin du jour suivant, ils pénétrèrent dans une baie que les habitants appelaient Oaoragi. Le capitaine Cook, accompagné de quelques hommes, prit les chaloupes pour explorer les lieux. À la lisière d'une forêt, ils tombèrent sur un arbre gigantesque, s'élevant à près de 30 mètres avant de laisser paraître sa première branche, avec un tronc d'environ 6 mètres de circonférence. Ils découvrirent là d'autres arbres encore plus imposants. Séduit par la majesté du paysage, Cook donna au fleuve voisin le nom de Thème, en souvenir de la Tamise de son pays. Pendant ce temps, les chaloupes revinrent pour trouver le navire cerné de nombreuses pirogues. Mr. Banks resta à bord pour poursuivre les échanges avec les habitants. Tout se déroula d'abord dans le calme, jusqu'à ce qu'un indigène dérobe un petit sablier. Pris sur le fait, il fut puni d'une bastonnade à l'aide d'un fouet à 9 cordes. Les autres tentèrent d'intervenir, mais l'officier de quart resta inflexible. Tupaya dut leur expliquer qu'il ne s'agissait pas d'une mise à mort, comme il l'avait d'abord cru, mais d'une simple correction. Rassurés, ils acceptèrent la décision. Dans les jours qui suivirent, le navire poursuivit lentement sa route le long de la côte. Un soir, ils jetèrent l'ancre dans une baie qu'ils baptisèrent Bream Bay, tant la pêche au poisson bream y fut fructueuse. Aucun habitant ne se montra, mais à la tombée de la nuit, des feux apparurent çà et là, signe que la région était peuplée. Sur une île voisine, une multitude de canots approchèrent. D'abord pacifiques, les insulaires lancèrent soudain des pierres contre le navire. Une légère riposte, faite de quelques coups de feu, sema la panique et les dispersa. Parmi ces visiteurs, certains étaient montés à bord de canots richement décorés et sculptés. Ils portaient des armes en pierre et en os de baleine ornés de poils de chien. En atteignant une pointe avancée que Cook nomma Cape Brett, en hommage à un de ses amis nobles, ils remarquèrent une petite île dominée par un rocher en arche que les habitants appelaient Motukokako. Ce lieu formait une baie abritant plusieurs petites îles. Là encore, les tensions ne tardèrent pas à ressurgir. Un matelot trompa un insulaire lors d'un échange et lui lança un hameçon qui resta accroché à lui lorsque la corde se rompit. Malgré cela, les indigènes continuèrent à venir jusqu'à ce que 33 canots, transportant près de 300 guerriers armés, encerclent le navire. Lorsque certains tentèrent de voler une bouée, les Anglais tirèrent des coups de semonce, puis des balles réelles, atteignant un jeune homme. Aussitôt, les pirogues lâchèrent la bouée et prirent la fuite. Plus tard, alors que le capitaine Cook et ses hommes débarquaient, environ 400 guerriers se rassemblèrent autour d'eux. Les Anglais tracèrent une ligne sur le sol, indiquant qu'elle ne devait pas être franchie. Les indigènes respectèrent d'abord cette limite, entonnant ensuite des chants de défi et exécutant une danse de guerre. Mais dès qu'ils tentèrent de s'emparer des chaloupes, Cook et ses compagnons firent feu avec des fusils chargés de chevrotines au lieu de balles. Effrayés, les attaquants reculèrent. Leur chef, brandissant une hache de pierre, tenta de rallier ses hommes, mais le docteur Solander l'atteignit d'un coup de feu, le forçant à fuir. Les autres se regroupèrent sur une hauteur pour délibérer avant de décider de battre en retraite. Le lendemain, tandis que les marins cueillaient des herbes, ils soupçonnèrent la présence d'une embuscade. Ils découvrirent alors, dans une grotte voisine, le chef blessé de la veille, accompagné de sa femme
et de son frère. L'homme sollicita le pardon et expliqua qu'il craignait pour la vie de son frère blessé. Lorsqu'on lui apprit que la chevrotine ne tuait pas comme une balle, il fut soulagé. L'entrevue se termina par des poignées de main et l'échange de petits présents. Malgré ces tentatives d'apaisement, certains marins ne purent s'empêcher de voler des pommes de terre dans les champs des habitants. Cook, attaché à une discipline stricte, les fit fouetter. L'un d'eux protesta, croyant qu'il était légitime de dépouiller les indigènes. Mais son insolence lui valut des coups supplémentaires. Le 5 décembre, alors que le navire reprenait la mer, de violents courants le poussèrent dangereusement vers le rivage. À quelques brasses des rochers, Tupaia continuait à bavarder avec les habitants sur la plage, inconscient du péril. Au dernier instant, une rafale providentielle sauva le bâtiment de la catastrophe. Le voyage se poursuivit, malgré des vents contraires, jusqu'au 10 décembre, où ils atteignirent des terres basses et arides, faiblement peuplées. Le 16e, ils arrivèrent à l'extrémité nord de la Nouvelle-Zélande, que Cook baptisa Cap North. Les jours suivants furent éprouvants. Les courants étaient violents, rendant la navigation difficile. Enfin, le 24 décembre, ils découvrirent un archipel évoquant les Trois Rois, bien que sa configuration différait du souvenir des anciens navigateurs. Le premier jour de janvier 1770, le capitaine Cook et son équipage changèrent de cap, orientant leur navire, l'Endeavour, vers l'est. 2 jours plus tard, la silhouette d'une terre nouvelle apparut à l'horizon. C'était une étendue montagneuse qui se dessinait au loin, s'étendant vers le sud-est, bien au-delà de ce que l'œil pouvait saisir. Étrangement, il fallut 3 semaines entières à l'Endeavour pour parcourir seulement 10 lieues vers l'ouest, tant les conditions étaient lentes et capricieuses. Le 9e jour du mois, ils aperçurent un promontoire impressionnant, dressé vers le nord-est. Le capitaine le baptisa Cap de l'Albatros. Non loin de là, à environ 2000 marins de ce cap, une montagne majestueuse s'éleva à leur vue, haute et blanche de neige au sommet. Sa cime égalait la hauteur du célèbre Teide de Tenerife. Ils la nommèrent Montegmont. Le capitaine décida qu'il était sage de faire halte dans cette région pour effectuer des réparations et renouveler les réserves de bois et d'eau fraîche. Le 15e jour, ils approchèrent d'une anse paisible. 4 pirogues s'avancèrent depuis le rivage pour observer le grand navire. Mais seul un vieil homme, au visage marqué par le temps, osa monter à bord. Il fut reçu avec un grand respect et beaucoup de gentillesse. Peu après, le capitaine et quelques compagnons débarquèrent et découvrirent sur place une abondance de bois secs et de sources claires. La pêche fut également généreuse et en peu de temps, ils capturèrent une belle quantité de poissons. Le lendemain, alors que les travaux de maintenance battaient leur plein, 3 nouvelles embarcations approchèrent, remplies de villageois, parmi lesquels se trouvaient quelques femmes. Leur venue semblait amicale, mais lorsqu'ils tentèrent de retenir la barque chargée d'eau, le capitaine dut user de signaux dissuasifs pour les repousser doucement, comme il l'avait fait en d'autres circonstances délicates. Tupaia, leur interprète fidèle et sage, engagea la conversation avec ses visiteurs. Il leur demanda s'ils avaient déjà vu un bâtiment semblable à l'Endeavour. Ils répondirent avec de grands yeux étonnés qu'aucun navire de cette taille n'avait jamais accosté leur rivage et qu'aucune histoire ne contait chose pareille. Dans ces baies poissonneuses,
Les habitants faisaient preuve d'une habileté remarquable dans l'art de la pêche. Ils employaient des filets cylindriques, fixés au fond de l'eau, rétrécis à leur sonnet. Les poissons y entraient pour se nourrir de l'appât et s'y retrouvaient capturés. La région était riche d'oiseaux de toutes sortes, perroquets colorés, pigeons sauvages, canards, faucons et petits passereaux aux chants délicats. Les habitants utilisaient une plante ressemblant au Philadelphus pour préparer une boisson chaude, en remplacement du thé. Une autre plante, appelée tegomi, servait à confectionner des étoffes épaisses, douces et robustes. Les forêts alentours étaient épaisses et luxuriantes. L'humidité y était telle que les choses se décomposaient rapidement. Les oiseaux chassés le matin laissaient parfois, dès l'après-midi, apparaître les premiers signes du temps qui passe. Le capitaine Cook, accompagné de M. Banks et du médecin, se rendit dans une baie croche où ils rencontrèrent une famille d'habitants du lieu. Ces derniers semblaient fort inquiets à leur approche. Les visiteurs découvrirent alors des restes de retas anciens et comprirent qu'ici, certains rites et traditions anciennes avaient traversé les âges. Des pratiques qu'ils choisirent de laisser dans le silence du respect des croyances d'autrui. Dans ce même foyer, une femme attira l'attention des marins. Ses bras et ses jambes portaient de profondes marques. On raconta qu'elle s'était infligé ces blessures en mémoire de son époux disparu lors d'un conflit. Ce geste témoignait d'un deuil ancien et respecté, dans lequel la douleur se mêlait à la fidélité du souvenir. Certains habitants, curieux de ces étrangers, proposaient des objets insolites, façonnés à partir de matières inattendues, racontant ainsi l'histoire de leur culture et de leur passé à travers de modestes artefacts. Dans les premières heures de l'aube, avant même que le ciel ne s'illumine, les oiseaux entamaient de douces symphonies. Leurs chants enveloppaient la forêt et les rives d'une musique apaisante. Curieusement, avec le lever du soleil, le silence reprenait ses droits et les sons se taisaient. Lors de leur promenade, certains membres de l'équipage découvrirent des fortifications rudimentaires, de simples remparts entourés de profonds fossés et des ponts de bois qu'on pouvait relever. Ces constructions servaient à protéger les villages des tensions entre tribus. Le 24e jour, ils visitèrent un autre fort dressé au sommet d'un rocher, qui renfermait un petit hôtel orné de plumes, veillant sur un lieu de repos que le temps avait oublié. En cueillant du céleri sauvage sur les hauteurs, les voyageurs aperçurent des femmes rassemblées, manifestant leur chagrin d'une manière touchante et ancestrale. Les hommes, eux, occupés à rebâtir les huttes abandonnées, semblaient plongés dans d'autres préoccupations. Le 30 janvier, ils plantèrent 2 grands mâts de bois sur la rive et y hissèrent le pavillon de l'Union, laissant ainsi trace de leur passage. Le capitaine expliqua aux habitants que ces marques symboliseraient leur visite et seraient préservées en souvenir de cette rencontre. Il baptisa ce havre de paix le détroit de la reine Charlotte, et l'équipage célébra l'événement par un toast à la souveraine. Le 6 février, l'Endeavour quitta cette baie que l'équipage surnomma jadis la baie des anciens rites, en mémoire des coutumes découvertes. La population locale y comptait à peine 400 âmes, vivant le long des côtes, se nourrissant de poissons et de racines des fougères sauvages. Le soir du 8 février, un courant violent poussa le navire dangereusement vers une île rocheuse. Ils jetèrent l'ancre juste à temps, la laissant filer sur 160 brasses de corde. Ils ne furent séparés des rochers que par une courte distance et attendirent que la marée se retire. Vers 3 heures du matin,
Profitant d'une brise douce, ils levèrent l'ancre et franchirent un étroit passage qu'ils baptisèrent l'île de l'entrée. Le 8 du mois, ils naviguèrent près du cap Palliser, découvrant que la terre se prolongeait encore vers le nord-est. 3 pirogues s'approchèrent, transportant des hommes vêtus avec soin. Ils montèrent à bord, accueillis chaleureusement. Parmi eux se trouvait un ancien, à la chevelure blanche, le visage orné d'une ligne rouge peinte, vêtu d'un manteau de lin aux bordures tissées, une jupe de tissu à la taille et des bandelettes faites de dents et de pierres vertes suspendues à ses oreilles. Les aventures de l'Endeavour se poursuivirent au gré des vents changeants et des courants capricieux. Le 4 mars, l'équipage aperçut des groupes de baleines et des phoques glissant à la surface de l'eau. Le 9 du même mois, ils évitèrent de justesse une chaîne de récifs surgit soudainement devant eux. Le lendemain, une haute roche circulaire surgit de la mer, qu'ils baptisèrent l'île Solander. Le 13, ils atteignirent un golfe abrité, parsemé de petites îles qui formaient un refuge naturel contre les tempêtes. Le capitaine le nomma la baie de Dusky. Le rivage à l'ouest de cette contrée se révélait sauvage et rocheux, hérissé de sommets élevés que d'anciennes neiges blanchissaient encore, comme figées depuis des siècles. Le 27 mars, après avoir longé toute l'île, le capitaine Cook réunit ses officiers et, de concert avec eux, prit la décision de quitter ces terres. Ils se ravitaillèrent en eau douce et se préparèrent à mettre le cap sur les Indes orientales, longeant au passage la côte orientale de ce que l'on appelait alors la Nouvelle-Hollande, l'actuelle Australie. À l'aube du 31 mars, l'Endeavour leva l'ancre, laissant derrière elle ses rivages inexplorés. La dernière pointe de terre qu'ils aperçurent fut baptisée Cap Farewell, le cap de l'adieu. C'était en réalité le navigateur néerlandais Abel Tasman qui, en 1642, avait été le premier Européen à découvrir ces îles. Il les avait nommées Terre des États généraux, mais n'avait pas osé poser pied à terre, repoussé dès son approche par les habitants. Il avait donné au golfe où il avait jeté l'ancre le nom de baie des Assassins, en mémoire des événements survenus ce jour-là. Le capitaine Cook prit soin de consigner les positions des îles entre les latitudes 34 degrés et 48 degrés sud et les longitudes 181 degrés et 194 degrés ouest. Les insulaires, quant à eux, appelaient l'île du Nord Ihinomo'i et celle du Sud Toviponamu. La première se révélait fertile, abondante en forêts épaisses, traversée de rivières et dotée de terres riches qui, en y plantant des graines européennes, donnaient de superbes fruits et légumes. Ils y élevaient des chiens qu'ils considéraient également comme des mets de choix. L'île du Sud, en revanche, demeurait presque déserte, hérissée de montagnes et pauvre en végétation. Mais ses côtes offraient une mer généreuse, pleine de poissons, qui suffisait à nourrir tout l'équipage dès qu'il jetait l'ancre. Les vastes forêts regorgeaient d'arbres aux troncs serrés et élancés. Les savants du bord y recensèrent plus de 400 espèces végétales inconnues en Europe. Curieusement, on n'y trouvait qu'un seul arbuste produisant une sorte de baie sans saveur. On y découvrit une plante remarquable, proche du lin, dont les fibres, rouges et jaunes, se montraient d'une solidité bien supérieure aux cordages et étoffes européennes. Les habitants de ces îles présentaient une stature comparable à celle des Européens, à la peau d'un brun léger rappelant celle des Espagnols. Les hommes étaient robustes, au corps vigoureux et bien proportionnés.
sans lourdeur ni mollesse. Les femmes, bien que moins délicates dans leurs traits que celles d'Europe, possédaient des voix douces et mélodieuses. Les vêtements des deux sexes se ressemblaient, tant qu'il fallait prêter attention aux voix pour distinguer hommes et femmes. Le peuple de ces îles se montrait réservé et plein de retenue dans sa conduite et son langage, rappelant, sous certains aspects, les sociétés les plus policées d'Europe. Ils enduisaient leurs cheveux d'une huile tirée de poissons ou d'oiseaux, et les hommes, plus encore que les femmes, ornaient leur corps de marques noires qu'ils appelaient amoko. Ces dessins ressemblaient à des arabesques végétales anciennes ou des gravures d'argent, chaque motif étant unique et tracé avec soin. Leurs vêtements étaient faits de longues bandes de feuilles tressées en nattes épaisses. Une pièce couvrait les épaules jusqu'aux genoux et une autre ceignait la taille, tombant presque jusqu'au sol. Les femmes laissaient librement retomber leurs cheveux sans les relever en chignon et ne les paraient pas de plumes comme le faisaient les hommes. Leur tenue vestimentaire était simple et lors des sorties de pêche, elles veillaient à conserver leur pudeur à l'écart des regards. Tous portaient aux oreilles de larges anneaux qu'ils élargissaient jusqu'à y passer un doigt. Ils y suspendaient des plumes, des morceaux de tissu, de petits os, ou parfois de fines pièces de bois sculptées. Les hommes arboraient également au cou un pendentif de jade ou d'os de baleine taillé en forme humaine, accroché à un fil de fibres végétales. Certains avaient même percé le cartilage de leur nez pour y passer une plume qui tombait sur les joues. Bien qu'ils fussent d'habiles artisans dans la confection de leurs pirogues et dans la sculpture, ils n'avaient guère le souci de bâtir des habitations solides. Leur demeure était de modestes cabanes de 6 à 8 mètres de long, sur 4 mètres de large et 2 mètres de hauteur. Une ossature de minces baguettes de bois soutenait des parois et une toiture faite d'herbes sèches soigneusement tassées. Parfois, ils renforçaient les parois avec des écorces d'arbres et le toit, légèrement incliné, les protégeait des pluies. L'entrée se limitait à une étroite ouverture où l'on devait se glisser à 4 pattes. Et une petite lucarne carrée, près de la porte, servait à la fois de fenêtre et d'évacuation pour la fumée du foyer. Leurs embarcations évoquaient les canaux baleiniers de la Nouvelle-Angleterre, longues et étroites, certaines destinées à la guerre et capables d'embarquer de 30 à 100 hommes. On en vit une à Tologa, mesurant près de 20 mètres de long pour moins de 2 mètres de large et un peu plus d'1 mètre de profondeur. Les rameurs s'y alignaient serrés, maniant des avirons longs de près de 2 mètres, aux pales ovales et effilées. Leur adresse et leur rapidité à manœuvrer ces embarcations étaient telles qu'elles glissaient sur l'eau avec une étonnante légèreté. 2 hommes, postés à la poupe, guidaient le canot. Ils naviguaient seulement dans le sens du vent, mais avec une vitesse surprenante lorsqu'ils prenaient leur élan. Lorsque la marée commença à monter dans la soirée, le flux d'eau s'intensifia au point qu'ils durent faire fonctionner 3 pompes jusqu'à 9 heures, moment où le navire sembla se stabiliser légèrement. Pourtant, la quantité d'eau qui s'était engouffrée dans la coque restait si importante qu'il craignait que le bâtiment ne coule dès qu'il flotterait de nouveau. La situation dépassait tout ce que les mots pouvaient décrire. L'angoisse rongeait les cœurs, car tous savaient qu'une fois le navire englouti, toute autorité disparaîtrait entre les hommes et les canots restants ne suffiraient jamais à sauver tout l'équipage. L'idée de devoir se battre entre eux pour une place dans une barque ou de périr noyés
leur glaçait le sang. Beaucoup trouvaient même que la mort par les flots serait plus douce que de finir capturés par des peuples inconnus, vivant sur ces rivages sauvages et dont la réputation de férocité leur parvenait déjà. Aux alentours de 10h20, contre toute attente, le navire réussit à se dégager et dériva lentement vers des eaux plus profondes. Par bonheur, le flux d'eau n'augmenta pas davantage. Mais dans les cales basses, l'eau s'élevait encore à 3 pieds et 9 pouces. Les hommes, épuisés par cette nuit sans fin, n'arrivaient plus à se relayer aux pompes plus de 5 minutes chacun, avant de s'écrouler de fatigue sur le pont, remplacé aussitôt par un autre, et ainsi de suite, dans un ballet désespéré de bras et de corps à bout de force. C'est alors qu'une erreur faillit anéantir tout espoir. Le marin chargé de sonder la profondeur de l'eau à l'intérieur du navire avait l'habitude de s'arrêter à la doublure interne de la coque. Mais celui qui prit la relève mesura jusqu'aux planches extérieures, donnant l'illusion que le niveau avait soudainement monté. Le découragement les envahit jusqu'à ce qu'on découvre l'erreur. La vérité rétablie, le moral revint à bord et tous reprirent courage, redoublant d'efforts pour pomper l'eau et réduire peu à peu son niveau. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage avec nous. Votre présence rend chaque épisode spécial. Pour nous encourager, pensez à vous abonner, à laisser un j'aime et surtout à partager vos impressions dans les commentaires. Vos mots nous motivent énormément. Et restez prêts, car le 5e chapitre du premier voyage de James Cook vous attend bientôt, avec de nouvelles découvertes et de grandes aventures. À très bientôt pour poursuivre cette épopée ensemble.